presque un citoyen d'honneur pour votre éminent rôle dans ces débats sur le virus. Et du coup, on ne résiste pas à la tentation, non pas de vous demander votre avis, je ne veux pas vous embarrasser, mais à savoir au moins si vous suivez ces débats-là. Je suis tous les débats. Là, j'étais très accaparé par la crise sanitaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact qu'elle aura sur cette élection présidentielle, de savoir comment les gens vont sortir de cette crise-là. Est-ce qu'ils vont tout de suite réussir à se mettre dans les autres sujets? Ou est-ce qu'il va y avoir une phase où les gens vont être un peu en post-traumatique et à chercher à faire le bilan? Parce que ces crises sont un espèce de stress test pour nos sociétés. Elles font ressortir des choses. Donc, est-ce qu'on va réfléchir dessus? Alors, le virus, il a refusé d'alimenter les peurs. Il a bravé les critiques et les moqueurs. Vous voyez, je fais de la poésie. Il a cassé le consensus de ses confrères. Continuez dans la même veine. Je ne sais pas si j'en trouverai d'autres. Est-ce qu'il y a une rime après? On s'arrête là. Martin Blachier, donc, ici présent. Voilà, il faut reconnaître quand on s'est trompé parfois. Ça a été notre cas parfois, peut-être, dans cette épidémie. En tout cas, j'ai le souvenir d'avoir reconnu parfois des erreurs. Là, il faut bien reconnaître, ça fait un mois que dans le sillage de Martin Blachier, en examinant les faits, et rien que les faits, c'est-à-dire la situation en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, au Danemark, les pays qui nous ont précédés avec ce variant Omicron, tout laissait penser que ce variant n'allait pas changer la donne sanitaire, n'allait pas avoir d'impact sur notre santé, d'impact grave sur notre santé, et en l'occurrence sur l'augmentation des cas critiques en France et l'augmentation des réanimations. Depuis 24 heures, il faut bien reconnaître que le consensus a changé de camp, le consensus médical, et que désormais tout le monde convient, grand 1, qu'on a passé le pic Omicron, ou qu'on est en train de se passer, que la bascule c'est en ce moment. Grand 2, que ça va descendre très vite, comme c'est descendu en Grande-Bretagne. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est assez spectaculaire. Et grand 3, que après la bataille, alors, en tout cas quand on a gagné la bataille des contaminations, qui n'était pas une vraie bataille, puisqu'encore une fois on a compris que les contaminations n'avaient plus d'importance, on se rend compte que ça n'a pas eu d'impact sur les réanimations à l'hôpital. On va d'abord démêler le vrai du faux. À ce stade, en ce lundi soir, 17 janvier, où en est-on? Que peut-on dire? Que ne peut-on pas dire? Et puis on va vous demander votre sentiment, Martin. Voici les indispensables avec Baptiste Morin. Sur la situation d'aujourd'hui, qui a énormément changé, en tout cas dans le discours public des médecins, des scientifiques. Première affirmation, le pic Omicron a bel et bien été atteint. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il faut regarder les contaminations en Île-de-France. Vous savez que la région parisienne a été la première touchée, elle est donc la première à connaître cette bascule. Et elle l'a connue il y a maintenant plus d'une semaine, c'était en date, regardez, du 8 janvier, pas ce samedi-là, celui d'avant. Le pic a été passé à ce moment-là dans la région Île-de-France et depuis, le nombre de cas baisse et il baisse. Alors assez rapidement, même si ça reste à confirmer, vous savez, on a toujours un léger retard sur cet indicateur par région. Pour le professeur Arnaud Le scénario du pire s'éloigne, la décrue a commencé, le pic des infections en tout cas a été passé ces jours-ci, peut-être la semaine dernière dans la région Île-de-France, ce sera un petit peu plus tard pour les autres régions françaises. Le pic est en train de passer devant nos yeux. Le pic est en train de passer ce pic ou qu'on l'a peut-être déjà passé. C'est, vous savez, la présence d'Omicron dans les eaux usées en France. Ce qui est intéressant, c'est le sens des flèches. Et les flèches, soit elles sont stables, soit elles baissent. Ça veut dire que la présence d'Omicron dans nos eaux usées, qu'on habite à Paris, qu'on habite à Marseille ou qu'on habite à Bordeaux, elle est en train de baisser. Ça annonce que les cas vont continuer à baisser. Deuxième affirmation, et là c'est peut-être le plus important, parce qu'on ne parle pas des contaminations, mais vraiment de ce qui compte en santé publique. À l'heure où ce pic des contaminations est atteint, on peut désormais l'établir clairement. Cette vague de contamination Omicron n'a pas eu d'effet sur la réanimation, autrement dit, n'a pas eu d'impact sur les cas critiques. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le premier point spectaculaire pour vous répondre, c'est que ça fait maintenant 6 jours que les admissions en réanimation baissent. Vous avez à peu près la même courbe que ce qu'on a pu voir pour la contamination en Île-de-France. Et ça fait... En fait, ce que vous venez de dire, c'est qu'avec 12,5 millions de cas en 3 semaines, ça a produit un quart de 800 cas de réanimation, les 3 quarts étant du Delta. Donc ça a produit 200 cas. 200 personnes en réanimation pour 12,5 millions de cas Omicron. Autrement dit, on n'est même pas dans l'épaisseur du trait, on est dans le microscope. Donc Omicron n'a pas produit, je parle sous votre contrôle Martin,
Omicron n'a pas produit de réanimation. Là, on parle de statistiques. Ce sont des faits. Les hôpitaux sont pourtant au bord de l'asphyxie. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est faux, bien sûr. Il y en a qui connaissent des heures compliquées et il y en a qui sont sous tension. Mais c'est faux parce que d'autres hôpitaux voient l'afflux de patients Covid baisser et donc ils reprogramment des opérations qu'ils avaient dû décaler pour être totalement consacrés à cette 6e vague et à cette vague Omicron. C'est le cas par exemple des hôpitaux. Les hôpitaux reprogramment les opérations qui avaient été décalées. 4e affirmation, certains de nos voisins qui font ce même constat renouent avec une vie normale de plus en plus. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, la tendance générale est à la levée des restrictions sanitaires. Prenez l'exemple des pays d'Espagne qui renoncent à comptabiliser les cas quotidiens. Ça, c'est un geste très fort. Et puis la Grande-Bretagne s'en tient à sa ligne. Tout reste ouvert à Londres et en Outre-Manche. Voilà, 5e et dernière affirmation, cette vague Omicron et son impact sur les cas critiques a donc été, cette vague, totalement surestimée par le consensus médical et scientifique. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, il faut se rappeler ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu lire aussi. On lisait que c'était un vertige, que c'était un raz-de-marée, le tsunami aussi Omicron. On a aussi entendu dire que si aucune décision, aucune mesure n'était prise, il serait trop tard en janvier, qu'on risquait la saturation de nos hôpitaux. On va sérieusement dans le mur, ça a été dit aussi. Le pari est très risqué. Et puis rappelez-vous du fameux « on joue à la roulette russe ». N'oublions pas que tout cela s'est accompagné d'injonctions à réagir très fortement. Selon de nombreux médecins, il fallait mettre en place un couvre-feu pour les fêtes de fin d'année. Selon d'autres, il fallait prolonger les vacances scolaires de manière à garder fermées surtout les écoles. Donc oui, cette vague a été surestimée. Merci Baptiste. D'abord, est-ce que vous avez douté à certains moments, parce que depuis le début, à la lumière de ce que vous observiez en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne, au Danemark, vous disiez c'est une vague fantôme. C'était votre expression. Est-ce que vous avez douté à certains moments ? Non. D'ailleurs, je n'ai pas exprimé beaucoup de doutes dans mes affirmations. Non, j'ai toujours pensé qu'à un moment, les gens allaient se rendre compte. Et après, c'est simplement, je me disais, quand est-ce que ça va changer ? Quand est-ce qu'il va y avoir ce 180 degrés ? Et surtout, je me disais, comment ils vont réussir à se sortir de la dynamique dans laquelle ils se sont mis avec ce pass vaccinal. Donc après, on va en parler. Ce qui était étonnant, c'était aussi la façon dont le ministre de la Santé avait de dire le chaud et le froid. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu été perdu sur quel était l'agenda politique, mais en tout cas sur le fait scientifique, j'ai toujours été persuadé que c'est ce qu'on finirait par dire. Moi, au-delà du gouvernement, ce qui retient mon attention, c'est l'attitude de vos collègues. C'est-à-dire que non seulement la dramatisation a été de mise, alors peut-être que c'est le principe de précaution, mais vous vous êtes fait vertement critiquer. Quand je dis ça, je pèse mes mots. Je me suis fait vertement critiquer et puis je me suis fait boycotter aussi de certains médias, puisqu'il y a des experts qui ont demandé à certains médias que je ne sois plus invité, donc je n'ai plus été invité pendant au moins un mois et demi dans des médias où j'allais quasiment quotidiennement. Donc oui, ça a été dur. Il y a aussi des articles à charge qui ont été commandés dans certains médias qui étaient quand même sur une ligne assez enfermiste. Donc ça a été, il y a eu une pression assez forte. Bon, maintenant je suis très content. Pourquoi d'après vous ? Pourquoi sur le fond ? Est-ce que c'est le principe de précaution poussé à l'extrême ? C'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir ? Et puis si tout va bien, à ce moment-là, on dira tant mieux. Mais il vaut mieux prendre toutes les précautions à l'extrême. Ou est-ce que c'est autre chose ? Je pense qu'il y a mon personnage qui parfois peut agacer. Donc du coup, il y avait cette tentation de me contrer. Et puis après, je pense qu'il y a des gens qui étaient persuadés. C'est-à-dire que vous avez en France une espèce de caution de tout ce qui est public, où on considère que ce qu'ils disent est forcément vrai et totalement pur et vierge de tout intérêt, ce qui n'est pas du tout vrai. Les gens qui travaillent dans les institutions publiques ont leurs propres agendas également. Ils touchent de gros budgets, par exemple, pour faire des modèles. Ils ont plein de choses qui leur aient permis parce qu'ils travaillent sur le Covid. Et de l'autre côté, il y avait le privé qui avait forcément des arrière-pensées, qui voulait se mettre en avant, qui avait un agenda qui lui était propre. Alors que, très honnêtement, ça a été strictement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a fait tout ça en plus du travail qu'on fait tous les jours, sans aucun intérêt personnel. On ne travaille pas sur le Covid dans la vie tous les jours. Donc, si vous voulez, c'est cette notion qu'on a en France. Parce que vous avez une étiquette, on considère que ce que vous dites est vrai ou faux. Et vous êtes un des seuls, d'ailleurs, et merci beaucoup pour l'avoir fait, à avoir regardé le fond de ce qui était dit, sans essayer de faire rentrer ça dans une idéologie, mettre les gens dans des cases. Oui, on regardait effectivement les indicateurs en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud et au Danemark. Est-ce qu'on peut dire que tout est rose aujourd'hui, que ça y est, on est sorti d'affaire ? Je ne parle pas à moyen terme de la fin de l'épidémie, de la fin de la pandémie, ça on en dira un mot dans quelques instants avec Baptiste. Mais là, dans l'immédiat, est-ce qu'il faut s'attendre à un relâchement général des mesures ? Je vous propose d'écouter Arnaud Fontanet, encore une fois, le numéro 2 du Conseil scientifique. Voilà ce qu'il dit. Lui, il dit les restrictions, on va les lever dans 15 jours, au mois de février. Écoutez.
Dans le mois de février, le nombre d'infections va décroître très fortement. Au mois de mars, on sera à des niveaux très bas. Donc il faudrait alléger quand les contraintes? Courant février. Voilà, ce matin sur France Inter en février. Donc, Arnaud Fontanet qui a tenu un autre discours parfois depuis un mois. Mais est-ce que pour vous, ça y est, c'est parti, on va tout lever, il faut tout lever? Oui, très rapidement. En tout cas, il y a certaines choses qu'il faut lever. Je pense que les contraintes qui pèsent sur l'école, il faut les lever de façon importante. Je rappelle encore qu'avant la rentrée, j'avais dit qu'il fallait alléger le protocole à l'école. Ils l'ont renforcé. On a vu ce que ça a donné. C'est pareil sur ce pass vaccinal. J'ai dit que ça arrivait après la bataille et qu'ils allaient être en situation très délicate. Ils vont avoir à gérer une situation délicate avec le pass vaccinal. Donc oui, on va les lever, mais encore une fois, il va y avoir quelque chose qui va être étalé parce qu'on ne peut pas faire un virage à 180 degrés aussi fort. Mais si ça baisse aujourd'hui, c'est parce que l'immunité qui a été acquise dans la population fait que ça baisse. Ce que Arnaud Fontanet a dit ce matin en disant ça baisse parce que les Français se sont bien comportés, ils se moquent de nous. C'est pas du tout vrai. Ce qui se passe, ça baisse parce qu'en fait, le virus a tellement circulé que l'immunité a été acquise et l'Omicron a fini son tour de population et maintenant redescend, comme se fait une épidémie grippale tous les ans. Les épidémies grippales redescendent chaque année, c'est pas parce que les gens ont arrêté de se voir les uns les autres. Donc encore une fois, il est en train d'amorcer son virage parce que je rappelle quand même que la semaine dernière, vous aviez fait un espèce de comparatif, la ligne Fontanet et la ligne Blachier. Il disait que d'ici la fin janvier, il y allait avoir une situation très compliquée dans les services de soins critiques et qu'on allait atteindre dans les services de soins critiques les pics qu'on avait atteints début 2020. Donc voilà, c'est pas si facile que ça de tourner la barre à 180 degrés, mais j'espère qu'ils vont le faire le plus rapidement possible. Et je fais quand même confiance au chef de l'État, parce que quand les faits scientifiques s'imposent à lui, en général, il prend des décisions qui sont en ligne avec ses faits, et je ne crois pas au pur opportunisme politique dans la façon dont les choses ont été faites ces dernières semaines.